bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Entre 1764 et 1767, dans le Gévaudan, qui est l'actuel Lozère, il va y avoir une angoisse, car au moins 79 corps vont être retrouvés déchiquetés dans cette région reculée. Le coupable, une bête qui n'a jamais été retrouvée ni même identifiée. À ce moment-là, nous sommes sous le règne de l'avant-dernier roi de France, Louis XV, et déjà la monarchie vacille. Les idées des philosophes de lumière se développent et la révolution intellectuelle est en marche. Après des siècles d'asservissement et d'oppression, la population réclame désormais reconnaissance, justice et liberté. Cet affaiblissement progressif de l'autorité va entraîner des périodes de grands troubles et de nombreux scandales, dont celui de la bête du Gévaudan. Le comté du Gévaudan, dans la province du Languedoc, est une contrée isolée où vivent essentiellement des paysans miséreux. Entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767, des découvertes macabres viennent agiter la région. Une bête blesse et tue des dizaines de personnes sur le plateau de la Margeride ou Margueride, je ne sais pas. Alors, une des régions les moins peuplées de France, car elle possède seulement 16 habitants au kilomètre carré par rapport à la moyenne nationale qui est de 45 habitants au kilomètre carré. Les corps de ces paysans et gardiens de troupeaux sont découverts sur ces hautes terres granitiques, balayées par les vents et composées principalement de landes et de forêts. Ils présentent tous des marques de mutilation. Peu à peu, la peur va s'installer dans la région. Tout commence par l'attaque d'une gardienne de vache. Elle a été sauvée par ses bovins, mais elle a pu décrire la bête sauvage comme un gros loup aux poils roux et à la tête trop grosse et allongée pour en être véritablement un. Elle aurait également un ventre jaunâtre, l'échine marquée d'une bande noire et une longue queue fournie. Des jeunes filles sont ensuite tuées. En effet, ce sont surtout des enfants et des jeunes femmes qui sont attaqués, avec un sadisme et une cruauté sans égale. Avec la surprise et la colère, l'angoisse se propage. La population multiplie les prières et les battues. Le gouverneur du Languedoc va même envoyer 57 de ses meilleurs soldats, mais rien n'y fait. Toutes les semaines, des corps sont déchiquetés et les rapports se multiplient chez l'intendant de la province. L'affaire prend une telle ampleur qu'elle remonte jusqu'à Versailles. Au début du mois de mai de l'an 1765, Sa Majesté Louis XV envoie même Denval, le meilleur louvetier, donc qui est un chasseur de loups, pour régler cette affaire, mais en vain. Toujours en ce mois de mai, à la ferme de la Chaumette, l'aîné des 3 frères de la maison regarde son troupeau par la fenêtre quand il aperçoit un loup immense, assis dans l'herbe, lorgnant le jeune vacher dans le pré. Les 3 frères sortent, donc armés, se séparent pour encercler la bête tueuse et blessent gravement l'animal au cou. Il s'enfuit, mais les chasseurs assurent qu'il est voué à mourir tant la blessure est profonde. On fête donc cette victoire comme il se doit, avant d'apprendre le soir même la découverte d'une nouvelle victime. C'est une vachère de 50 ans qui est morte. C'est alors la consternation, et l'État est à nouveau pris à partie. François-Antoine, le lieutenant des chasses de Sa Majesté, est envoyé. Après 3 mois de recherche, il va tuer un très grand loup, le 20 ou 21 septembre 1765. Sa dépouille va être rapportée à Paris et la population va enfin respirer. Mais à ce moment-là, le doute subsiste. Est-ce une véritable délivrance ou une opération de communication? En tout cas, le peuple est soulagé, mais le calme ne va durer que 2 mois. Le 2 décembre, les massacres reprennent et s'intensifient. Le mystère va alors s'épaissir. Pourquoi personne ne peut arriver à bout de l'animal? Plusieurs raisons à cela. D'abord, le pouvoir a minoré l'affaire et les autorités locales n'en ont pas mesuré l'ampleur. Il faut dire que la maréchaussée était peu présente dans cette région reculée et pour le roi, le loup ramené à Versailles par François-Antoine avait mis un terme à cette histoire. Il faut aussi chercher du côté de la récompense. La somme promise à celui qui tuerait l'animal était extrêmement importante. Elle correspondait à la prime versée pour 150 loups tués.
Ce montant très alléchant a sans doute semé le désordre, chacun voulant tuer la bête avant son voisin. Enfin et surtout, les meurtres semblent obéir à une organisation minutieuse, bien étrange pour des crimes attribués à une simple bête sauvage. Le 16 mai 1767, la petite Marie, 12 ans, est retrouvée morte. Un de ses voisins, Jean Chastel, semble ravagé par le chagrin. Alors qu'il n'était pas un habitué des églises, il revient à la piété et décide même de partir tuer lui-même la bête. Les paysans organisent donc une battue de plus le 19 juin 1767. Mais cette fois, Jean Chastel abat bel et bien l'animal, sans même que celui-ci ne tente de reculer, comme s'il connaissait l'homme. C'est alors que les soupçons vont grandir. Il faut dire que Chastel et ses fils vivent entourés de gros chiens croisés avec des loups et travaillent sous les ordres de Jean-François-Charles de Morangiès, marquis de Saint-Alban. Ce seigneur dévoué les aurait-il employés pour des crimes sadiques ? Plutôt mal considéré par la population locale, Jean Chastel, chasseur et dresseur de loups réputé, paysan cultivé sachant lire et écrire, a une réputation de sorcier. Il sera très mal récompensé pour sa bravoure. Seulement 72 livres sur les 1000 promis lui seront donnés. Les romanciers Abel Chevalet en 1936 et Henri Pourrat une décennie plus tard vont même le faire entrer dans la légende comme le dresseur de cette bête féroce. Seulement, est-il véritablement coupable ou seulement un suspect facile ? Le problème, c'est qu'on ne le saura certainement jamais. Mais les tueries semblent réfléchies et organisées. L'animal conditionné, dressé pour tuer des êtres humains. La dimension sadique et l'orchestration des meurtres laissent penser qu'un homme a manigancé ses attaques. Les victimes retrouvées décapitées semblent avoir été au couteau, et le responsable laisse derrière lui des mises en scène macabres. Enfin, si la bête tombe sans jamais flancher pour de bon, c'est qu'elle est protégée par une cuirasse de sanglier, à l'instar des chiens de guerre. Depuis, différentes pistes ont été étudiées pour tenter d'expliquer ces meurtres en série. On a pensé d'abord à une raison politique. La famille des propriétaires du fief du Besset, secteur où la bête partait souvent se réfugier, pouvait vouloir se venger du régime de Louis XV, qui avait contrecarré ses projets politiques. Les seigneurs locaux auraient également pu tenter de soulever la région pour faire pression sur le royaume. 25 ans seulement nous séparent de la Révolution, et cette contrée isolée est idéale pour mener ce genre de rébellion. Autre suggestion, une campagne religieuse. Après la révocation de l'édit de Nantes et la chasse aux protestants, Louis XV est très peu populaire chez une grande partie des religieux et les conflits sont tout juste calmés. Troisième hypothèse, tout simplement un règlement de compte. Cette série de crimes a pu être orchestrée par des nobles animés par la vengeance. Jalousie, rivalité entre familles, problèmes de succession, etc. Les habitants locaux soutenaient cette thèse. Cela expliquerait également pourquoi la bête n'attaquait que certaines zones. Mais la longévité de ces événements paraît démesurée pour une simple guerre de clochers. Enfin, les seigneurs locaux ont pu monter de toutes pièces, tout simplement, ce stratagème pour faire oublier la misère qui régnait alors et annihiler les revendications du tiers-état. La bête sert alors de leurre afin de focaliser les esprits et les énergies et de ressouder la population. Une fois l'animal tué, les naturalistes de l'époque l'ont disséqué et étudié. Le rapport d'expertise rédigé le lendemain par maître Étienne Marin, notaire royal de Langeac, présente un animal apparenté à une bête hybride dont les proportions ne sont pas conformes à celles d'un loup. D'après les notes et les croquis réalisés à l'époque, les spécialistes du Muséum d'histoire naturelle de Paris ont récemment rédigé le rapport suivant. La bête n'est ni une hyène, ni un singe, ni aucun autre animal exotique. Sa formule dentaire ne laisse aucun doute, il s'agit d'un canidé. Il y a deux options, le chien ou le loup. C'est un mâle de 109 livres, le poids normal d'un loup adulte. Son museau est plus court que celui d'un loup et sa tête est également plus large. La hauteur de son profil appartient quant à lui à un chien. L'avant du corps est proche de celui du chien et l'arrière ressemble à celui du loup. La coexistence des deux morphotypes nous permet d'être affirmatifs. La bête du Gévaudan est un hybride entre un loup et un gros chien, probablement un chien mâtin. La grande longueur des griffes trahit sa domestication. Meute de loups enragés, fauves non identifiés, bêtes humaines ou loups-garous, nous ne saurons sûrement jamais. Mais l'affaire a depuis des siècles fait couler au moins autant d'encre que de sang. Elle est même devenue un véritable argument touristique, puisqu'une sculpture a été érigée à Saint-Privat d'Allier. Des statues aussi trônent dans les villages de Saugues, Auvers, Margevol,
et à Malzieuville. 2 musées sont même dédiés à la bête, celui de Sogg et Stevenson et la tanière de la bête à Pradelles.